possible, cette pluralité des appréciations inquiète, d'où la recherche de relations nécessaires d'équivalence stable. Dans les traités de civilité entre le rang et le paraître, dans le rituel politique entre le principe de la souveraineté monarchique et les formes de son expression symbolique, dans la théorie du signe entre la chose qui est représentée et la chose représentée. Marin a mis au centre de son travail ces conventions qui visaient à fixer et figer les fonctionnements sociaux, à assurer une pleine efficacité au mode symbolique de la domination politique, d'autant plus puissants que ceux qu'ils doivent soumettre les connaissent et reconnaissent comme légitimes. Mais entre monstration et imagination, entre la représentation proposée et le sens construit, des discordances sont possibles, non seulement dans les sociétés moins rigidement codifiées d'après la Révolution, mais même au XVIIe siècle, entendons la Bruyère. Tu te trompes, Philémon, si avec ce carrosse brillant, ce grand nombre de coquins qui te suivent et ces six bêtes qui te traînent, tu penses que l'on t'en estime davantage. L'on écarte tout cet attirail qui t'est étranger pour pénétrer jusqu'à toi, qui n'est qu'un fat. Ce n'est pas qu'il faut quelquefois pardonner à celui qui, avec un grand cortège, un habit riche et un magnifique équipage, s'en croit plus de naissance et plus d'esprit. Il lit cela dans la contenance et dans les yeux de ceux qui lui parlent. D'un côté, donc, le constat de la force de la représentation qui manipule le destinataire lui fait reconnaître le rang et le mérite derrière la montre, le transforme en un miroir où le puissant voit et se persuade de sa propre puissance. Mais d'un autre côté, le texte dit les faillites du leurre, le dévoilement de l'artifice, la perception de l'écart entre les signes exhibés, l'attirail ostentatoire et la réalité qui ne peuvent déguiser. L'œuvre de Marin s'est toujours située entre la toute-puissance de la représentation et ses possibles démentis. C'est une telle tension qui a ordonné ses dernières recherches sur les processus et les effets de la représentation pour la constitution du sujet politique dans l'Europe des XVIe et XVIIe siècles. Le compte rendu de son séminaire de l'École des hautes études de 1990-1991 l'indique clairement. Au centre de la problématique du politique a été posée la question du pouvoir d'État, en la centrant précisément sur la mise en œuvre du gouvernement et des techniques visant à créer le consentement nécessaire à sa constitution et à sa reproduction. Comment à cette époque sont analysées et construites des logiques passionnelles sous-tendant les comportements individuels et collectifs, et comment ces logiques sont-elles utilisées et développées dans la manipulation des passions en vue de l'assujettissement? Le temps a manqué pour les réponses, même si en 1991-92, dans un séminaire qui devrait être le dernier, Marin, revenant sur le chiasme du pouvoir politique et de la représentation du théâtre, croisait la figure du roi en auteur, Jacques Ier, auteur du Basilicon d'Oron, avec celle du poète en roi, le Prospero Shakespeare de la Tempête. Le temps a manqué, mais en nous laissant les questions, Marin nous a dit aussi comment il fallait les approcher. Comment traverser ce texte de son intimité sans déchirement à la sortie, au moment de le quitter? Il faudrait pratiquer le texte comme le promeneur pratique habituellement la rue Traversière, 12e, en empruntant d'un pas vif une section de son parcours sans y flâner par curiosité ni s'y attarder par intérêt, simplement pour passer au plus vite à d'autres lieux ou ouvrir plus aisément d'autres espaces. C'est là aussi le sens de la traverse, route particulière plus courte que le grand chemin ou menant à un lieu auquel le grand chemin ne mène pas, mais sans doute avec un effet de surprise ou d'étonnement. Le raccourci que j'emprunte singulièrement, voici qu'il me conduit ailleurs, là où le grand chemin ne mène pas, une fin autre que je ne soupçonnais pas découverte. Ce n'est pas là où je voulais aller, et pourtant secrètement ce lieu se révèle celui d'un vrai désir, du désir de vérité. Le pouvoir, le sujet, la vérité. Foucault, lecteur de Foucault. Dans les entretiens, les préfaces, les conférences, les cours aujourd'hui rassemblés dans les dits et écrits, Michel Foucault manifeste un souci constant, inscrire dans une cohérence d'ensemble le travail déjà fait et les enquêtes en cours. Par de multiples retours en arrière, Foucault s'avère ainsi être le premier lecteur de Foucault. Ce sont les lectures multiples qu'il a proposées de son œuvre qui seront l'objet de cet essai.
regards rétrospectifs. De ces regards rétrospectifs, les premiers entendent marquer des proximités intellectuelles. Ils s'énoncent de façon parfois banale et classiquement biographique lorsque Foucault, dans une situation d'entretien, se trouve questionné sur les auteurs et les lectures qui l'ont marqué. Mais il peut être plus foucaldien quand Foucault s'efforce d'appliquer à son propre travail une approche généalogique, entendue comme une forme d'histoire qui rende compte de la constitution des savoirs, des discours, des domaines d'objets, sans avoir à se référer à un sujet qu'il soit transcendant par rapport au champ d'événements ou qui court dans son identité vide tout au long de l'histoire. Il y a là une mise en garde fondamentale contre toutes les lectures qui mettent spontanément en œuvre, pour comprendre son travail, les catégories classiques de l'histoire des idées, ce vieux sol usé jusqu'à la misère, qu'il entendait justement faire retourner définitivement à la jachère. Une tension extrême traversait ainsi le discours de Foucault sur lui-même, toujours pris entre les exigences et les pièges des énoncés à la première personne et les forfaits pour s'en déprendre. Pour le dénouer, il a à plusieurs reprises dessiné le possible et souhaitable effacement de la fonction auteur. Ainsi, dans la conférence prononcée devant la Société française de philosophie en 1969, à voir les modifications historiques qui ont eu lieu, il ne paraît pas indispensable, loin de là, que la fonction auteur demeure constante dans sa forme, dans sa complexité et même dans son existence. On peut imaginer une culture où les discours circuleraient et seraient reçus sans que la fonction auteur apparaisse jamais. Ainsi, avec les premiers mots de la leçon inaugurale du Collège de France, dans le discours qu'aujourd'hui je dois tenir et dans ceux qu'il me faudra tenir ici pendant des années peut-être, j'aurais voulu pouvoir me glisser subrepticement. Plutôt que de prendre la parole, j'aurais voulu être enveloppé par elle et porté bien au-delà de tout commencement possible. J'aurais aimé m'apercevoir qu'au moment de parler, une voix sans nom me précédait depuis longtemps. Il m'aurait suffi alors d'enchaîner, de poursuivre la phrase, de me loger, sans qu'on y prenne bien garde dans ces interstices, comme si elle m'avait fait signe en se tenant un instant en suspens. De commencement, il n'y aurait donc pas, et au lieu d'être celui dont vient le discours, je serais plutôt au hasard de son déroulement une mince lacune, le point de sa disparition possible. Récuser les notions anciennes associées à la fonction auteur, originalité de l'œuvre, singularité du discours, subjectivité de l'auteur, permettait de déployer une approche critique et généalogique des discours qui pouvait légitimement être appliquée aux siens propres. La préface à la traduction anglaise des mots et des choses inscrit par exemple le livre dans une série de discours qui l'englobent et qu'unissent une même situation d'énonciation et un même réseau théorique. Il me siérait mal, à moi plus qu'à tout autre, de prétendre que mon discours est indépendant de conditions et de règles dont je suis pour une bonne part inconscient et qui déterminent les autres travaux effectués aujourd'hui. La seconde forme de la relation qu'entretient Foucault avec sa propre œuvre est classificatrice ou architectonique. Il s'agit d'inscrire les livres déjà écrits et ceux en chantier dans une organisation systématique, une architecture dont la fonction est tout ensemble de rendre compte de la logique d'une trajectoire de recherche et de la cohérence d'une démarche. Le modèle de ces réorganisations rétrospectives est donné dès 1969 dans l'archéologie du savoir. Foucault a déjà publié Histoire de la folie 61, Naissance de la clinique 63 et Les mots et les choses 66. Chacun de ces livres lui apparaît alors comme l'exploration de l'un des traits constitutifs de toute formation discursive et comme l'application de l'un des paliers de l'analyse archéologique. Dans le vocabulaire de l'archéologie du savoir, quelque peu abandonné ensuite, ces différents paliers concernant la constitution d'un référentiel, entendu comme la formation du domaine d'objets particuliers, que vise le discours, la formulation d'un écart énonciatif, c'est-à-dire du régime d'énonciation spécifique à la production de ce discours, et à la présence d'un réseau conceptuel défini par les règles de formation des concepts propres à la formation discursive considérée. Les trois ouvrages de la décennie 1960 trouvent tout naturellement place dans cette architecture systématique. Dans l'histoire de la folie, j'avais affaire à une formation discursive dont les points de choix théoriques étaient assez faciles à repérer, dont les systèmes conceptuels étaient relativement peu nombreux et sans complexité, dont le régime énonciatif, enfin, était assez homogène et monotone. En revanche,
Ce qui faisait problème, c'était l'émergence de tout un ensemble d'objets fort enchevêtrés et complexes. Il s'agissait de décrire avant tout pour repérer dans sa spécificité l'ensemble du discours psychiatrique, la formation de ces objets. Dans la naissance de la clinique, le point essentiel de la recherche, c'était la manière dont s'étaient modifiées à la fin du XVIIIe et au début du XIXe les formes d'énonciation du discours médical. L'analyse avait donc moins porté sur la formation des systèmes conceptuels, sur celle des choix théoriques, que sur le statut, l'emplacement institutionnel, la situation et les modes d'insertion du sujet discourant. Enfin, dans les mots et les choses, l'étude portait pour sa part principale sur les réseaux de concepts et leurs règles de formation identiques ou différentes, telles qu'on pouvait les repérer dans la grammaire générale, l'histoire naturelle et l'analyse des richesses. Et Foucault de conclure que reste à étudier la quatrième caractéristique des formations discursives, à savoir le champ de possibilités stratégiques qui dessine des choix théoriques similaires derrière la différence des opinions, ou à l'inverse, marque l'irréductible écart théorique au-delà d'une thématique commune. L'opération intellectuelle effectuée dans l'archéologie du savoir sera maintes fois réitérée par Foucault tout au long de son travail. Elle marque l'importance qu'avaient pour lui les exigences de la mise en ordre qui devaient rendre visible la logique de l'œuvre. Du même coup, le risque était toujours présent de faire retour aux catégories classiques de l'histoire des idées, pourtant refusées, puisqu'un tel projet postule, contrairement à ce que met au jour l'analyse archéologique des formations discursives, que l'œuvre doit nécessairement avoir unité et cohérence. Foucault, lecteur de lui-même, n'était donc pas d'une meilleure situation que ses commentaires. Il n'était pas dans une meilleure situation que ses commentateurs, toujours écartelés entre l'évidence trompeuse des notions qui permettent de parler des œuvres et la radicalité des ruptures qu'impose l'entreprise foucauldienne elle-même. Parenté intellectuelle. Dans le grand entretien qui donne à Trombadori, à la fin de 1978, Foucault inscrit son travail dans 3 lignées. La première est une famille d'écrivains, Blanchot, Bataille, Klossowski, auxquels dans d'autres textes, d'autres noms peuvent s'ajouter, ainsi Artaud, Breton, Leiris. Le point commun à ces auteurs a été d'arracher le sujet à lui-même, de faire en sorte qu'il ne soit plus lui-même, qu'il soit porté à son anéantissement ou à sa dissolution. Dans l'expérience de la limite à la fois scripturaire et existentielle, Blanchot, Bataille et Klossowski opèrent une fondamentale désubjectivation. Un tel rappel renvoie à la présence récurrente, obsédante de ces 3 auteurs dans les textes du Foucault des années 60. En 1963, dans un article de critique, il caractérise l'œuvre de Bataille comme une épreuve de la limite qui est rupture avec la souveraineté du sujet philosophant, fracture du sujet philosophique. Avec Bataille, le philosophe sait que nous ne sommes pas tout, mais il apprend que lui-même n'habite pas la totalité de son langage, comme un Dieu secret et tout parlant. Il découvre qu'il y a à côté de lui un langage qui parle et dont il n'est pas le maître. Un an plus tard, l'essai sur Klossowski, publié dans la Nouvelle Revue Française, repère dans les figures du simulacre proposé par l'écrivain le dédoublement ou la dispersion du sujet parlant en voix qui se souffrent, se suggèrent, s'éteignent, se remplacent les unes aux autres, les unes les autres, égayant l'acte d'écrire et l'écrivain dans la distance du simulacre où il se perd, respire et vit. Au sujet unique et unifié de la philosophie idéaliste est ainsi substituée la multiplication théâtrale et démente du moi. Un peu plus tardif, le texte sur Blanchot, qui paraît dans Critique en 1966, fait de l'expérience du langage une expérience du dehors. On savait bien depuis Mallarmé que le mot est l'inexistence manifeste de ce qu'il désigne. On sait maintenant que l'être du langage est le visible effacement de celui qui parle. L'œuvre n'exprime pas une individualité singulière, elle existe en quelque sorte par elle-même, comme l'écoulement nu et anonyme du langage, la dissolution du sujet dans une expérience limite, que la nature en soi sexuelle avec Bataille ou langagière avec Blanchot se situe en totale discordance avec l'exigence du nom propre qui gouverne le statut de la littérature depuis la Renaissance. Cette contradiction majeure sera au centre de la réflexion dans Qu'est-ce qu'un auteur ? Et c'est elle qui conduira Foucault
à identifier les différents dispositifs, appropriation pénale des discours d'abord, définition juridique du droit d'auteur ensuite, qui ont porté la construction de la fonction auteur entendue comme l'assignation à un nom propre de l'œuvre littéraire.